At Lockheed Martin, our mission is to keep you mission ready. And the F-35 Lightning II delivers. The F-35 is a step ahead. Ce n'est pas un nouveau film de Tom Cruise, mais presque. Un univers Top Gun dans lequel nous serons bientôt embarqués suite à l'achat de ces 36 avions de guerre par la Suisse. Le plus gros contrat d'armement de notre histoire. Ces bêtes de combat ont toujours fasciné les Suisses. Depuis les tout premiers avions à réaction utilisés par nos forces aériennes, ils ont souvent déclenché d'intenses polémiques. Souvenez-vous, en 2014, le Gripen suédois très contesté est refusé à 53% des voix. En 2020, c'est un tout petit oui, à 50,1%, que les Suisses donnent au Conseil fédéral pour choisir un nouvel avion dans une enveloppe de 6 milliards de francs. En juin 2021, le Conseil fédéral a choisi le F-35A, l'avion de combat qui présentait la plus grande utilité globale lors de l'évaluation, tout en étant le moins cher. Le F-35, c'est une sorte de super ordinateur volant, l'avion furtif le plus moderne du monde. Si le F-35 a été acheté avant même qu'il ne soit produit, c'est surtout parce qu'on nous promettait des choses incroyables. Cet avion ferait tout. Il remplacerait tous les avions de combat actuels. En résumé, il vaincrait le vaisseau impérial de Star Wars. Cela ne s'est pas vraiment passé comme ça. Quand il vole, c'est un avion de rêve. Le problème, c'est que souvent, il ne vole pas. À l'usage, le F-35 est considéré comme l'avion le plus cher au monde. Alors la Suisse a-t-elle fait le bon choix? Ou va-t-il faire exploser nos budgets militaires? Darko Savic est un chef de projet heureux. Bientôt, le F-35 ne sera plus dans sa main, mais bien sur le tarmac de la base de Payerne. Au sein d'Arma Suisse, l'Office fédéral de l'armement, il a mené le processus d'évaluation qui a conduit au choix du jet américain. Les F-35 sont des avions de combat qu'on dit multirôles. Ils répondent à nos exigences en matière de police aérienne, mais bien sûr aussi de défense aérienne. Et tout cela au coût le plus bas. Le F-35A, le bon choix pour la Suisse. Dans ce clip produit en 2021, Arma Suisse explique pourquoi nous allons dépenser 6 milliards de francs pour les F-35. Le peuple a approuvé leur acquisition lors d'une votation populaire. L'évaluation et les essais en vol ont débouché sur un résultat clair. Le F-35A de l'américain Lockheed Martin présente l'utilité la plus élevée et il est de loin le moins cher. C'est pourquoi le Conseil fédéral entend acquérir 36 avions de ce type. Le F-35A appartient à la dernière génération d'avions de combat. Il dispose de systèmes innovants, très performants et largement connectés. Grâce à ces différentes avancées technologiques, il pourra être exploité jusqu'aux années 2060. Ça sonne bien, mais qu'en est-il en réalité? Pour approcher cet oiseau de guerre si utile et si avantageux, nous sommes allés dans un pays qui nous est proche. Un pays européen riche, fier de sa démocratie et déjà propriétaire d'une belle flotte de F-35. Nous sommes au nord de la Norvège, dans une sorte de petite ville de garnison, juste à côté de la base des forces aériennes norvégiennes, la base d'Ørland. Elle sert aussi aux forces de l'OTAN, l'Alliance de défense nord-atlantique dont la Norvège fait partie, contrairement à la Suisse. Comme sur toute base militaire, nous ne pourrons filmer que sous étroite escorte. Mais ici, les règles de sécurité imposées par le gouvernement américain à la vente des F-35 sont plus strictes encore. Interdiction de filmer les avions de très près ou les bâtiments de la base, à part le quartier général. Depuis 2017, une trentaine de jets sur les 52 commandés à Lockheed Martin ont déjà été livrés. Martin Tutesli est le commandant de la base. Comme tous les pilotes, il a un surnom. Lui, c'est Tintin. Nice Tiger. Il a d'abord été aux commandes du F-16, l'ancien chasseur norvégien que nous avons le droit de filmer, avant de piloter le F-35A, le même modèle que celui commandé par la Suisse.
Comme vous venez de Suisse, je dirais que le F-16 était comme un couteau suisse, épais comme ça. Le F-35, lui, est un couteau suisse épais comme ça, mais avec tous ses outils à multiples usages. C'est une boîte à outils qui vous donne bien plus de flexibilité pour ce que vous avez à faire et pour utiliser l'avion. Le F-16 et le F-35 sont très similaires dans leur façon de voler. Ce sont tous les deux des avions de combat et ils volent de manière très semblable. Mais sur un F-35, le pilote reçoit vraiment beaucoup plus d'informations qui proviennent des capteurs. Ces informations sont ensuite mises à disposition des pilotes de façon différente. On comprend le champ de bataille de façon plus détaillée sur le F-35 que sur un F-16. Avant, on s'occupait directement des capteurs. Le F-35 fait une grande partie de ce travail pour nous. Les pilotes s'entraînent beaucoup plus sur simulateurs qu'avant, qui plus est en réseau, ce qui permet d'améliorer leur performance en vol réel. En mission, les F-35 norvégiens patrouillent un territoire immense sur terre et sur mer. Le point le plus chaud, c'est tout au nord, sur une autre base, où 2 avions sont en alerte permanente, prêts à décoller en 15 minutes, selon les procédures de l'OTAN. Notre rôle principal dans le Grand Nord est de patrouiller et d'être la vigie de l'OTAN. Nous sommes voisins de la Russie et nous surveillons notre espace aérien pour nous assurer qu'ils savent que nous sommes là et que nous maintenons notre souveraineté sur notre espace. Nous faisons ça de façon régulière. Chaque année, les F-35 norvégiens réalisent jusqu'à 50 missions d'interception d'avions russes, un engagement important sur le flanc nord de l'OTAN qui justifie le choix du jet américain. Mais on le verra, ce choix coûte bien plus cher que prévu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, au-delà des tarmacs militaires, l'avion fait polémique, mais aussi parce que pour l'instant, ce n'est pas un avion abouti. Basé en Belgique, Joseph Enrotin est un expert militaire réputé, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité internationale. Il a suivi l'évolution du F-35 dès sa conception il y a presque 30 ans, fruit d'une collaboration entre le Pentagone et le constructeur Lockheed Martin. Le F-35, pour vous résumer un petit peu les choses, c'est à la fois c'est une espèce de rêve aéronautique qui permet finalement de faire à peu près tout, plus ou moins bien, et en cherchant à conserver finalement la supériorité technologique sur les adversaires connus et probables. Comme vous le savez, tout rêve peut déboucher sur un cauchemar. Et d'une manière générale, c'est le propre d'un rêve, c'est que très souvent, il ne se concrétise pas. L'avion furtif, toujours en phase de développement, cumule en effet les problèmes. Il s'agit de centaines de défauts de structure ou de logiciels dont certains peuvent mettre en danger la mission et la vie du pilote. Le plus important concerne le moteur. Ce réacteur aujourd'hui, c'est le réacteur le plus puissant existant au monde. Ce qui pose un certain nombre de problèmes à son tour. Un réacteur très puissant implique des températures extrêmement élevées et donc, in fine, on se retrouve avec un réacteur qui a des taux de panne qui sont quand même assez importants, avec un certain nombre de rectifications, parfois logicielles, mais parfois aussi matérielles sur la structure, qui fait que finalement, la fiabilité de la motorisation n'est pas terrible. Or, évidemment, un avion sans moteur n'est pas un bon avion. Le deuxième problème, c'est le problème finalement relativement classique avec les appareils furtifs, c'est que le revêtement en tant que tel, il n'y a pas que l'architecture générale, il y a également le revêtement de l'appareil, il peut pas mal souffrir en fait au fur et à mesure des vols, et notamment à vitesse supersonique. Le revêtement a tendance en fait à peler, si vous voulez, donc il doit être remplacé, ça induit évidemment des coûts, mais ça a une incidence évidemment sur la disponibilité de l'appareil. Aux États-Unis, donc le pays qui construit ces avions, c'est l'alerte rouge. Le gendarme des comptes publics américain, le GAO, s'inquiète des coûts astronomiques du F-35, qualifié d'avion le plus cher de l'histoire. Dans son rapport d'avril 2022, il dénonce notamment les pannes de moteurs qui paralysent un nombre croissant des 450 jets déjà en service dans l'armée américaine. Des problèmes graves qui alourdissent la facture. Faire voler un F-35 coûte 2 fois plus cher que prévu à l'US Air Force.
Comme c'est l'argent des contribuables, le Congrès enquête sur le programme du Pentagone et il a plusieurs fois fait témoigner l'une des directrices du GAO. L'exploitation des F-35 s'améliore, mais c'est loin d'être parfait. Les F-35 ne volent toujours pas aussi souvent que l'armée le souhaiterait. Trop souvent, l'avion doit être réparé plus tôt et plus longtemps que prévu. Le F-35 reste également très coûteux à utiliser et à entretenir. L'armée de l'air, en particulier, est confrontée à des écarts importants entre ce qu'elle doit payer pour voler et ce qu'elle peut se permettre de payer. En résumé, l'exploitation des F-35 coûte actuellement trop cher et n'apporte pas les résultats attendus. C'est pourtant cet avion problématique que la Suisse va acheter pour remplacer ses 30 FA-18 et la vingtaine de Tiger qui composent sa flotte. Dès 2027, les premiers jets devront être livrés sur la base de Payerne. Le pilote Christian Pliguer y est chef de projet pour l'introduction du F-35. Son surnom à lui, c'est Ernesto. Il a fait sa carrière sur les FA-18, des avions qui seront bientôt mis à la retraite. Ça vous fait un pincement au cœur parce que vous les avez pilotés, ces bêtes-là? Alors, un pincement au cœur, c'est toujours quand on va gentiment mettre hors service un avion qui a rendu de très grands services pendant très longtemps, évidemment que ça fait un pincement au cœur. Le F-18 est encore aujourd'hui un très bon avion, mais en regardant pour les 30 prochaines années, il est temps de changer. Le pincement au cœur, oui. C'est pour les missions de police et de défense aérienne que l'armée suisse a besoin d'avions de chasse. Chaque année, les pilotes font plus de 300 sorties, dont 10 à 15 interceptions en cas de violation grave de l'espace aérien ou pour porter assistance. Comme en Norvège, ils doivent être prêts à décoller en moins de 15 minutes, ce que feront aussi les futurs F-35 suisses. En termes de police aérienne, il nous faut un avion qui ait des bonnes performances, donc des performances, une accélération rapide, des hauts taux de montée et puis une vitesse de pointe élevée. Ça, c'est dû à l'exiguïté de notre territoire, à l'espace aérien qui n'est pas infini au-dessus de la Suisse. Donc, pour pouvoir intervenir rapidement sur un avion qu'on doit pouvoir intercepter. Après, il doit avoir des bonnes performances de manœuvrabilité. Et là, il est spécialement bien conçu. Le F-35 va nous permettre également de partager des expériences ou le retour d'expérience avec 16 nations dans le monde entier, dont 10 en Europe. C'est très important. Si on est tout seul sur un type d'avion, c'est difficile de pouvoir évoluer, notamment au niveau des procédures, de la formation, etc. Et donc ça, c'est aussi des portes qui s'ouvrent pour nous avec le F-35. Le choix du F-35 résulte d'un processus d'évaluation complexe qui a duré 3 ans. Les 4 avions candidats ont répondu à un appel d'offres de 600 pages avec 2000 questions. Arma Suisse les a départagés selon près de 80 critères, dont une majorité concerne bien sûr l'efficacité des avions. Le F-35A a obtenu la meilleure note avec une nette avance par rapport à ses 3 autres concurrents. Exit donc le Rafale français, l'Eurofighter et l'autre américain, le Super Hornet de Boeing. Avec le F-35, la Suisse achète un avion bourré de technologie, 36 appareils pour les 30 prochaines années. C'est une surprise car le concurrent français Rafale, construit par Dassault, avait longtemps été donné favori. À l'achat, les F-35 coûteront un peu plus de 6 milliards de francs. Pour les faire voler, il faudra un peu plus de 9,4 milliards sur 30 ans. La facture finale, selon le département de la Défense, 15,5 milliards. C'est 2 milliards meilleur marché que ses concurrents. L'analyse coût-bénéfice a montré que le F-35 est 20% moins cher par rapport aux autres candidats. Cela s'explique par le fait que, par rapport à nos avions actuels, aux avions d'aujourd'hui, il effectue de nombreuses tâches de manière autonome. En fait, il décharge le pilote ou la pilote dans son travail. C'est pourquoi ce type d'avion nécessite moins d'heures de vol que ses concurrents.
Donc, l'avion le plus cher au monde, qu'on voit ici arriver à Emmen pour la phase de test, coûte le moins cher en Suisse. Comment les experts d'Arma Suisse ont-ils fait leurs calculs ? Nous ne nous sommes volontairement pas basés sur des sources extérieures pour l'évaluation de ces avions, mais à 100% sur les indications des candidats. Nous avons eu la possibilité de tester tous les candidats lors des essais. Nous savons donc ce que nous obtenons avec cet avion. Et nous savons également, sur la base de nos calculs, ce que coûteront les avions par la suite. Nous avons calculé nos coûts de façon très prudente. D'autres pays qui ont acheté cet avion avant vous ont eu des surprises quand même. Vous n'êtes vraiment pas du tout intéressé à ce qui se passait dans d'autres pays, y compris aux États-Unis ? Nous nous sommes entièrement basés sur l'offre des candidats, de tous les candidats. En ce qui concerne les expériences des autres pays, je ne veux pas spéculer sur la façon différente dont ces pays ont évalué leurs coûts par le passé. La flotte globale des F-35 continue de croître. Nous avons signé un accord avec la Suisse pour 36 avions les plus performants au monde. Si vous êtes prêt à croire un fabricant sans chercher à obtenir des données réelles pour étayer ce qu'il dit, alors vous cherchez les ennuis. Le choix du F-35 a étonné de nombreux experts, Francis Tusa en tête. Ce journaliste britannique s'est spécialisé dans les affaires militaires depuis 20 ans. Il publie une lettre mensuelle de référence et il s'est intéressé de très près au processus d'évaluation mené par Arma Suisse. J'ai assisté à 20 ans de briefing sur le F-35 donné par le programme conjoint du Pentagone. Chaque année, ils ont dû admettre que ce qu'ils nous avaient dit l'année précédente ne s'était pas concrétisé. Ce qu'ils annonçaient pour 2015 arrivait en 2018, et en 2018, c'était pour 2019. Tout pays, tout ministère de la Défense doit traiter les données fournies par les fabricants avec précaution. Et ils devraient se renseigner et trouver des points de comparaison indépendants. C'est la base. Lockheed Martin ne vous donnera jamais toutes les données, jamais. Même au gouvernement américain, ils ne donneront jamais toutes leurs données. Je pense qu'Arma Suisse et le ministère de la Défense suisse sont naïfs. Les Suisses seraient-ils aussi naïfs sur ce qui fait la particularité du contrat signé avec les Américains, soit un prix fixe et garanti ? Il faut savoir que la Suisse achète l'avion au gouvernement américain, qui lui-même négocie le prix de chaque lot d'avion avec le fabricant Lockheed Martin. Dès 2027, la Suisse va recevoir 36 avions de la 4e version du F-35A qu'on appelle le Bloc 4. Ils ne sont pas encore en production. Mais Washington a garanti à la Confédération un prix fixe d'achat et d'utilisation pendant les 10 premières années. À la tête du département de la Défense, c'est la conseillère fédérale Viola Amert qui gère cet important dossier. Comment est-ce que vous pouvez être aussi sûr que la Suisse pourra respecter le programme de coûts tel qu'il est annoncé aujourd'hui? Mais on a fait une évaluation très détaillée avec des experts, des spécialistes. On a un contrat avec les États-Unis qui nous garantit un prix fixe. Et là, il n'y a pas de risque. Même la commission de gestion du Conseil national et du Conseil des États a confirmé que notre processus était correct, correspond à la loi et qu'on n'a pas eu des incertitudes du point de vue du processus. Et alors là, et à mon avis, selon nos experts, il n'y a pas d'incertitude, mais il y a je pense des gens qui ne veulent pas cet avion, qui disent qu'il y a des incertitudes. Pour eux, ce n'est pas clair. Pour nous, c'est tout à fait clair. Ce n'est pas si clair pour le gendarme financier de la Confédération. Mi-juillet 2022, le Contrôle fédéral des finances a publié un rapport sur les risques financiers liés à l'achat des F-35. Alexandre Ederli en est l'auteur.
Nous, on a regardé les rapports qui ont été publiés en fait, par nos homologues américains qui, eux, ont un peu de recul sur l'utilisation de cet avion. Et puis, ce qu'on constate, c'est que, ce qu'ils écrivent dans leur rapport, c'est que depuis 2012, les estimations des coûts d'exploitation n'ont cessé d'augmenter. Pour réaliser son audit, le contrôle des finances a eu accès au contrat top secret entre la Suisse et les États-Unis. Et il a comme un gros doute. Pour nous, il manque une définition de ce qu'on entend par prix fixe, ce qu'on met derrière. Il y a aussi le fait que dans le contrat, il y a plusieurs fois la mention de prix estimé, qui contredit a priori la notion de prix fixe. Et enfin, le fait que c'est en contradiction avec les conditions générales de ce contrat. Ça veut dire en gros que les sommes mentionnées actuellement pourraient être dépassées. C'est effectivement le risque, oui. Nous avons une position claire à ce sujet. Le prix est garanti. Nous avons négocié une clause spéciale dans le contrat. Et cette clause de prix fixe prévaut sur les conditions générales. Nous sommes donc certains que cette clause restera en vigueur. C'est la clause Père Noël? J'aurais dû faire de la comédie. Désolé, mais une clause spéciale, c'est comme un ami imaginaire. Ce contrat sera régi par la loi américaine. Pourquoi la Suisse obtient-elle de meilleures conditions que tout autre partenaire du programme des F-35 ? Sans vouloir manquer de respect à la Suisse, mais qui est plus important pour les États-Unis en tant qu'allié stratégique ? L'Australie ? Le Japon ? Israël ? Ou bien la Suisse ? Pourquoi la Suisse obtient-elle des choses qu'aucun autre pays n'obtient, et dans certains cas, que même le client américain n'obtient pas ? Pourquoi ? Une vraie bonne question, mais pour y répondre, il faudrait avoir le contrat sous les yeux. Impossible, c'est secret défense. Tout comme la question très sensible des données véritablement aspirées par ce super ordinateur volant lors de ses missions. La Suisse conserve la souveraineté en matière de données. Elle exploite le F-35A en toute autonomie et décide elle-même quelles données elle entend échanger avec le constructeur ou d'autres forces aériennes. Alors, c'est structurellement impossible. C'est structurellement impossible parce que, d'une part, l'évolution logicielle de l'avion impose un certain nombre d'ajouts logiciels qui proviennent des États-Unis. D'autre part, comme votre appareil est un aspirateur finalement à données, ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Tout cela, dès lors que tout est connecté, est susceptible évidemment de remonter vers les États-Unis. Alors, les États-Unis disent qu'il y a un pare-feu. Si vous vous intéressez un petit peu à l'électronique, vous savez très bien que si le concepteur du pare-feu met en place un certain nombre de backdoors, etc., qui donnent l'impression que le pare-feu est opérationnel, mais qui en réalité permet malgré tout de laisser passer un certain nombre de choses, malgré tout, vous restez évidemment dépendant du bon vouloir de celui qui programme le système, et en l'occurrence les États-Unis. Pour la Suisse, qui a une grande tradition de neutralité, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'elle perd sa neutralité. Ma réponse à cela est que nous pouvons utiliser l'avion à tout moment, comme nous le souhaitons. Et c'est une décision souveraine. Nous téléchargeons les données collectées par l'avion sur nos propres serveurs et nous pouvons ensuite décider nous-mêmes si nous voulons partager certaines données avec d'autres forces aériennes, par exemple. Il n'y a pas certaines données qui vont directement aux États-Unis ? Non. Toutes les données que nous générons restent chez nous et nous pouvons décider de partager ces données ou pas. Vous nous dites qu'il n'y a aucune backdoor ? Non, non. La Grande-Bretagne a négocié un accord spécial selon lequel nous avons la souveraineté des données pendant une semaine avant que tout ne soit renvoyé aux États-Unis. Les Norvégiens ont découvert que, curieusement, il y avait des trackers de données dans les avions qui renvoyaient constamment des données. Donc on vous dira que, oui, vous aurez ce que vous pensez être la souveraineté des données, mais ce n'est pas le cas. La dépendance du F-35 à l'informatique est tellement structurelle, si vous voulez, qu'elle va jusqu'à empêcher l'appareil de pouvoir voler. Ah, vous êtes catégorique là-dessus ? Ah oui.
Les États-Unis peuvent-ils clouer les F-35 au sol? L'une des raisons principales pour lesquelles les Émirats arabes unis n'ont pas acheté le F-35, c'est qu'ils craignaient que les Américains n'installent un kill switch. C'est quoi un kill switch? Une sorte de coupe-circuit. Par exemple, les avions des Émirats arabes unis pourraient cesser de fonctionner s'ils franchissaient une ligne de latitude en direction d'un certain pays au nord-ouest. Les Émirats n'ont pas eu la garantie qu'une telle chose n'existait pas. Si les Américains décident que pour une raison ou une autre, ces avions ne doivent pas décoller, vous pouvez quand même les faire décoller? Bien sûr que oui. Nous pouvons à tout moment utiliser l'avion comme nous le voulons et en toute souveraineté. Nous n'avons pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. C'est notre décision souveraine. Qui dit vrai? À nouveau, difficile d'y voir clair. Un petit résumé s'impose. On a donc un avion américain hyper plébiscité par les uns, hyper contesté par les autres, qui pourrait avoir la haute main sur des données secret défense et qui serait bien plus cher que prévu. Mais cela ne semble pas inquiéter ni le Conseil fédéral, ni la majorité au Parlement. Lors du vote du Conseil national pour donner le feu vert au programme des F-35, mi-septembre dernier, les arguments des opposants de gauche ont été balayés. Die Sitzung ist eröffnet. La séance est ouverte. Le F-35A est le mauvais avion pour la Suisse. Nous n'avons pas besoin d'un bombardier furtif pour la police aérienne. Et nous n'avons pas besoin d'un avion qui rendra notre sécurité dépendante des États-Unis pour des décennies. Avant le rapport de la commission de gestion, j'étais déjà certain que l'acquisition des nouveaux avions de combat s'était déroulée correctement sur le plan juridique, que les soumissionnaires avaient bénéficié d'une égalité de traitement et que la procédure était objective et compréhensible. Même si la gauche et les Verts prétendent le contraire, cela ne change rien. L'un des élus les plus engagés contre l'achat des F-35, c'est le socialiste jurassien Pierre-Alain Fridet. Il a interpellé plusieurs députés de droite, dont Aloïs Gmür, l'un des ténors du Parti du Centre. Monsieur Gmür, il y a une demande de Monsieur Fridet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai besoin de vos lumières concernant un problème financier. Vous êtes un spécialiste. Il demande des explications sur le prix fixe garanti par les Américains. La question du prix fixe a été examinée sérieusement. La Commission des finances en a vraiment discuté en détail et nous ne voyons aucun problème. Vielen Dank. Weiterhin für die grüne Fraktion geht das Wort an Herr Fiva. Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, chers et chers collègues, dans le domaine des finances, le risque est important. Le rapport du contrôle fédéral des finances est édifiant. Il n'existe pas de garantie absolue sur le prix fixe à l'achat. Je conclurai en disant qu'au vu du contexte géopolitique actuel, du retour de la guerre conventionnelle en Europe, il serait, de l'avis de la majorité de la Commission, irresponsable de ne pas assurer la sécurité de notre pays en créant une lacune dans notre défense aérienne. Et nous vous recommandons largement d'entrer en matière. Merci de votre attention. Au final, le oui est massif, 124 voix contre 66. Le Conseil des États avait fait de même en juin. C'est une belle victoire pour Viola Amherd et ses proches collaborateurs. Vous sentez un peu KO aujourd'hui? Alors écoutez, non, pas KO. Moi, je suis... vous savez, quand on est socialiste, membre de la commission de politique de sécurité du Conseil national, on a rarement l'habitude de gagner. Mais pour mon pays, je pense qu'il y aura quelques problèmes financiers, quelques problèmes d'agenda, quelques problèmes de délai, et puis peut-être des mauvaises surprises qui vont tomber les unes après les autres. C'est vraiment une volonté, à mon avis, de l'armée elle-même qui souhaitait avoir cet avion. Et puis ensuite, on a construit toute la procédure autour de cette possibilité-là. On le voit d'ailleurs, puisque encore à quelques mois du choix, alors que la Conseillère fédérale savait déjà que le F-35 était celui qui sortait le mieux, eh bien, on a continué à négocier avec la France, mais pour rien. On a mis en danger nos relations internationales, on a mis en danger nos relations avec l'Union européenne, et je regrette qu'on n'ait jamais pris en compte ces éléments-là. Pierre-Alain Fridet espère bien que l'on n'en reste pas là. Pour se faire entendre, il a publié, en collaboration avec l'historien Peter Hughes, une enquête fleuve sur le F-35.
il dénonce le processus d'acquisition qui aurait favorisé l'avion américain. Les vrais critères sur lesquels on a testé ces avions, c'est 79 critères totalement inconnus des soumissionnaires et auxquels un parlementaire comme moi n'a jamais eu accès. En fait, c'est resté totalement secret. Il y a une partie des critères qui n'ont pas été rendus publics. Pourquoi ça? Nous avons communiqué publiquement les critères principaux, mais pas les sous-critères de sélection. La raison, c'est qu'on pourrait en déduire dans les détails les missions des forces aériennes dans le système central de l'armée suisse. Et ce n'est pas dans notre intérêt ou dans celui de la défense nationale de communiquer ces missions au public. C'est ce qu'on appelle le secret défense? Oui, cela relève du domaine de la confidentialité. C'est comme si, quelque part, on avait monté une usine à gaz, on n'a pas joué le jeu avec tous les soumissionnaires, et des gens, des personnes, ont, par l'action d'une main invisible, créé les conditions, dès le départ, du choix d'un avion. Et mon sentiment très profond, c'est que des gens avaient choisi cet avion avant le début de la procédure. Cette main invisible, c'est qui? C'est quoi? Alors écoutez, vous comprenez que quelque part, je ne veux absolument pas personnaliser. Il y a dans l'administration fédérale des gens qui ont un énorme pouvoir. Et un des problèmes dans ce dossier, c'est que le politique a beaucoup trop fait confiance à peut-être une partie de l'administration. Et je dois en tout cas constater que la droite de ce pays n'a eu aucun sens critique concernant cet avion et que chaque fois que sur un domaine militaire il y a un problème, en tout cas au niveau de la droite au palais fédéral, circuler, il n'y a rien à voir, c'est de la défense militaire. Fridet et les autres, s'ils parlent, c'est qu'ils sont pour la suppression de l'armée. Je suis personnellement pour le maintien d'une armée redimensionnée, mais cet argument, en fait, clairement, au bout d'un moment, il ne tient plus. Il y a un certain nombre de critiques qui disent que dans l'évaluation de cet avion, certains critères ont été tordus pour favoriser le choix américain. Ça me fait vraiment rire. On a eu un processus correct, le même processus pour tous les producteurs, pour tous les types d'avions. C'était même maintenant confirmé par la commission de gestion du national, c'était confirmé par la commission de gestion des États. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Des critères de sélection contestés. Le F-35 qui coiffe un autre avion européen donné favori, des coûts d'exploitation dont le calcul est mis en doute. Tout ça s'est déjà produit en Norvège, comme un effet miroir de la saga suisse. Mais ici, à Oslo, on en sait plus sur ce qui s'est passé en coulisses pour choisir le F-35 grâce à des documents américains confidentiels. Publiés par Wikileaks, on y découvre un vrai plan de bataille mené par l'ambassadeur américain Benson K. Whitney en poste à Oslo en 2008. L'enjeu est clairement expliqué au début du document Oslo 670. La vente des F-35 est essentielle non seulement pour renforcer le flanc nord de l'OTAN, mais aussi parce qu'elle aura probablement un effet domino sur d'autres acheteurs. Le but des États-Unis, c'est d'évincer le concurrent du F-35, le Gripen suédois, par tous les moyens possibles. Il commence par repérer un allié dans la place. Dans le message Oslo 406, daté du 21 juillet 2008, l'ambassadeur détaille la carrière professionnelle et la vie privée du ministre adjoint à la Défense norvégien, sur plusieurs pages adressées notamment à la CIA. Espen Barth Eide y est décrit comme l'un des membres les plus puissants du gouvernement. Washington apprécie ses positions pro-américaines, en relevant toutefois qu'il a un côté sournois. Dans les années 80, Oddmund Hammerstad, lui aussi, a été ministre adjoint de la Défense avant d'occuper diverses hautes responsabilités politiques en Norvège, notamment au Parlement. Il connaît bien sûr Espen Barth Eide.
À l'époque, je le voyais quasiment en train de courir entre les bureaux des Américains et le ministère de la Défense. Il ne marchait pas, il courait. Il était vraiment très assidu. Je dirais que Espen Barth Eide a eu un rôle déterminant dans ces manœuvres. Si les Américains sont si inquiets à l'été 2008, c'est que le Gripen suédois gagne en popularité auprès d'élus politiques norvégiens, grâce notamment à des promesses d'affaires compensatoires, c'est-à-dire des contrats pour l'économie norvégienne en lien avec la construction de l'avion. À l'ambassade américaine d'Oslo, c'est le branle-bas de combat. Le 22 septembre 2008, Benson K. Whitney appelle ses supérieurs à l'aide. Il les informe que des contacts privés l'ont averti que le gouvernement norvégien aurait décidé d'acheter le suédois Gripen. Pour arriver à renverser cette tendance, il demande que Washington intervienne à haut niveau. Plusieurs hauts gradés américains sont envoyés à Oslo. En coulisses, leur message est clair. Si le F-35 n'est pas choisi, les bonnes relations entre les deux pays vont en prendre un coup. La pression est forte sur le ministère norvégien de la Défense, chargé de l'évaluation des avions candidats. Ce qu'il faut examiner, et c'était très important à l'époque, ce sont les critères principaux pour choisir l'avion, dans les domaines du coût et de l'efficacité opérationnelle. Certains de ces critères ont été modifiés pendant l'été et au début de l'automne 2008. C'est ce que disent les Suédois. Pour favoriser l'avion américain ? Oui. Je pense qu'ils ont ajouté dans les critères des exigences concernant la furtivité et peut-être aussi les systèmes avancés de communication. Les soupçons des Suédois sur la modification des critères du choix ne seront jamais prouvés, mais le prochain message envoyé par l'ambassadeur américain indique que les jeux sont faits. Dans le document Oslo 585 du 30 octobre 2008, on lit que le ministre adjoint Barth Eide a donné à plusieurs reprises et en privé le signal que le F-35 serait sélectionné. Et effectivement, le 20 novembre 2008, la télévision nationale NRK en fait sa une. Le gouvernement norvégien a choisi le F-35 car il correspond aux exigences opérationnelles et qu'il est le moins cher. Les manœuvres américaines ont payé. On sait que les États-Unis, dans d'autres processus d'acquisition, ont fait fortement pression sur certains gouvernements. Je pense à la Corée du Sud, je pense à la Norvège. Est-ce qu'ils ont fait pression sur le gouvernement suisse ? Tout d'abord, je ne connais pas ces cas, il faudrait les expliquer. Moi, je ne les connais pas. Et nous, on n'a subi aucune pression. Depuis la décision norvégienne en 2008, les achats des F-35 se sont succédés en Europe, y compris en Suisse, en Israël, en Asie et au Canada. L'effet domino, souhaité par les Américains, a eu lieu malgré les problèmes de développement de son avion. Il y a toujours eu la perception que si vous achetez américain, vous obtenez une garantie de sécurité. Car les États-Unis ne voudront jamais qu'un pays largement équipé par leur matériel soit vaincu par la Russie ou par la Chine. En résumé, envoyez les dollars à Washington et Washington viendra toujours à votre secours. Au final, vous diriez que le choix du F-35, c'était le bon choix pour la Norvège ? Non, ce n'est pas le bon choix. Ce qui m'inquiète, ce sont les conséquences de ce choix pour la défense dans son ensemble. Le F-35 est un avion de 5e génération. Il est très complexe. Il est si complexe qu'il est forcément très coûteux. Pas nécessairement par unité quand vous l'achetez. Mais son coût d'exploitation est très élevé. Et c'est un gros problème pour le reste de notre petite armée. Quand les forces aériennes absorbent une si grande partie du budget de la défense. On appelle ça l'effet du coucou. Vous savez, les coucous, ils mettent leurs œufs dans le nid d'autres espèces d'oiseaux. Et leurs poussins sont si gros qu'ils poussent les autres hors du nid. C'est ce qui va se passer. C'est même déjà le cas. Un avion qui fonce vers les surcoûts. La Norvège en a effectivement fait l'amère découverte.
Au fur et à mesure de la livraison des F-35, des dépenses non prévues sont venues considérablement alourdir la facture. L'une des raisons, les nuisances sonores aux alentours de la base. Le plus proche voisin habite juste en face des pistes. Hans Christian Norset est une personnalité bien connue ici. Ancien maire adjoint, agriculteur entrepreneur, c'est un homme d'influence. Le bruit est très fort. Habituellement, il y a 10 décollages le matin et 10 décollages à 1h de l'après-midi. Il est à la tête d'un groupe d'habitants qui a négocié avec l'armée l'isolation sonore des maisons et même, dans un rayon d'1 kilomètre autour de la base, le rachat de certaines propriétés. Des négociations longues et difficiles. En tant que représentant des habitants, j'ai même dû prendre contact avec la ministre de la Défense, car c'était quasiment impossible de collaborer avec l'armée. Mais heureusement, après quelques années, cela s'est beaucoup amélioré. L'armée avait prévu une compensation pour les seuls habitants de la zone bleue. Au final, le périmètre a été élargi en rouge sur ce schéma. Au début, ils ne voulaient insonoriser que 300 maisons, mais à la fin, ils ont insonorisé 880 maisons. Seule une vingtaine d'habitants sont restés comme lui dans la zone bleue. L'armée a aussi payé pour une insonorisation maximale. Toutes les fenêtres et les portes ont été changées. Cette porte est très lourde. Ces vitres font 53 mm d'épaisseur. Les vitres normales, elles font combien ? 4 à 6 mm. Ils ont aussi insonorisé les murs et les toits. D'autres ont choisi de déménager. Plus de 150 maisons ont été rachetées par l'armée. La plupart ont été détruites, certaines seront déplacées. Donc à la fin, le ministère de la Défense a dû payer beaucoup plus que ce qu'il avait prévu ? Oui, 3 fois et demi, 4 fois plus que ce qui avait été prévu. L'opération anti-bruit aura coûté plus de 130 millions de francs à l'armée norvégienne, mais ce n'est de loin pas le seul dépassement de budget lié au F-35. À Oslo, le journaliste d'investigation Trond Strand s'est basé sur les rapports du ministère de la Défense pour publier une enquête choc en 2019. Elle révèle que les dépenses liées au F-35 ont déjà dépassé de 20% les estimations du gouvernement, alors que seule la moitié des 52 avions commandés ont été livrés. À part les dépenses liées au bruit, l'une des raisons principales de cette hausse est un taux de change défavorable à la couronne norvégienne. Ça a compté pour environ la moitié des coûts supplémentaires. Ensuite, il y a eu d'autres choses. L'armée a dû beaucoup investir dans les bâtiments de la base. Un exemple est celui des abris. Les hangars existants n'étaient pas suffisants. Ils ont dû installer des hangars blindés pour répondre aux exigences de sécurité. Un investissement de plusieurs centaines de millions de francs qui va encore augmenter, puisqu'au fil des livraisons jusqu'à 2025, il faudra construire d'autres abris. Suite à l'enquête de Trond Strand, plusieurs parlementaires ont dénoncé le gouffre financier que représente l'acquisition des F-35. Mais à la fin, il n'y a pas eu de conséquences du tout. C'est dû au fait que les principaux partis norvégiens, la gauche et les conservateurs, se sont mis d'accord sur le fait que nous avions besoin de ces avions. Et donc que la sécurité nationale ne serait pas compromise en raison de leur coût. Et l'opinion publique, elle réagit comment ? Eh bien, l'opinion publique est une chose étrange. Si le prix du steak que vous voulez acheter pour le week-end augmente,
Les gens râlent. Si l'essence devient plus chère, ils réagissent. Mais si les dépenses du ministère de la Défense augmentent de 10 milliards de couronnes, ils ne réagissent pas. C'est étonnant. C'est étrange quand même. Plus les chiffres sont élevés, plus la confusion est grande. 5 ans après la livraison des premiers jets américains, ferons-nous le même constat? À Payerne, faudra-t-il aussi insonoriser des dizaines de maisons? Tant pour l'adaptation des bases aériennes qui vont accueillir la flotte des F-35 que pour la maintenance des avions à long terme, la Suisse n'est pas à l'abri de surprises. Réponse, allez, dans 10 ans.